La fin du mois de juin. La saison des pluies s'achève et baigne encore les îles d'une température agréable. La beauté sauvage de Varakaraket surprend. Varakaraket, c'est un gros bloc de calcaire, une île qui fait partie de l'archipel des Raja Ampat à l'ouest de la Papouasie. Les Papous nous ont dit craindre l'endroit, ses forêts touffues et ses lacs qui nous intriguent et dont certains, affirment les gens de Papouasie, cachent le dauphin blanc. Nous ne trouverons certainement pas de dauphins ici, mais en explorant ces endroits de plus près, nous comprendrons peut-être pourquoi les habitants des villages voisins n'ont jamais osé s'aventurer dans ces eaux mystérieuses. Le premier lac de l'île qui s'offre à la découverte est niché dans une dépression karstique. Ce lac s'est formé lentement il y a plus de 10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation. Le niveau des océans avait alors grimpé très fortement partout. Ici, l'eau de mer s'est donc infiltrée par les fissures du calcaire et a fini par remplir progressivement cette cuvette de roches. L'eau claire rend l'endroit très accueillant et efface quelque peu la mauvaise réputation qui lui est faite. Comme prévu, ce n'est pas un dauphin blanc qui nage près de la surface, mais bonne surprise, un chanos, un poisson lait comme on le nomme parfois. D'habitude, les chanos vivent en mer. Si ce spécimen a pu s'installer ici, c'est que des larves ont probablement dû passer par les minuscules failles de la roche, emportées par l'eau de mer jusqu'à ce lac intérieur. À moins de 2 mètres de la surface, un grand voile coupe curieusement le lac sur toute sa longueur. C'est la limite entre l'eau peu salée, qui reçoit la pluie en surface, et l'eau de mer très salée, qui reste en dessous. La barre, connue sous le nom de pycnocline, est exceptionnellement bien visible, car ici, ni le vent ni le courant ne sont suffisamment forts pour brasser les eaux et faire disparaître ce manteau transparent. En dessous de la barre, phénomène curieux. Les roches calcaires donnent l'impression de se dissoudre. Elles sont rongées par le gaz carbonique prisonnier dans l'eau. L'endroit est lunaire. Ici, c'est tout le contraire des lacs d'eau douce, où les pierres sont habituellement bien lisses. Le calme des lieux en fait presque oublier la vie. La rencontre en est d'autant plus inattendue. Des gobies, des petits poissons agiles et curieux qui ne semblent absolument pas effrayés. Leur espèce aussi est arrivée dans ce lac grâce aux interstices de la roche. Les gobies nagent parmi une immense étendue de coquillages. Dans ce milieu, chaque espèce trouve sa nourriture. Pour les coquillages, ce sont les végétaux qui tombent dans le lac qui vont servir de garde-manger. Les coquillages vont les ronger patiemment. Les gobies, eux, mangent de petits crustacés comme ceux que l'on voit ici et qui vivent également sur ces rochers. Plus petits que les gobies, les apogons se déplacent toujours en banc, ce qui ne les protège pas pour autant des gobies qui s'en délectent volontiers. Mais comme les apogons sont suffisamment nombreux dans ce lac, ils peuvent tout de même assurer leur descendance, car il n'y aura jamais assez de gobies pour tous les manger. Le lac recèle peut-être d'autres curiosités. Il faut aller voir plus bas, entre 4 et 7 mètres de profondeur. Le milieu change petit à petit. La sensation devient presque désagréable, une impression de repos éternel où toute forme de vie aurait entièrement disparu. Aucun plongeur n'est jamais venu ici, et encore moins les indigènes qui n'y trouvent aucun intérêt. L'impression devient de plus en plus bizarre. Un coup d'œil à la montre de plongée apporte un début de réponse. L'eau est passée de 26 à 38 degrés. Un vrai bouillon. Les carcasses de coquillages ont disparu pour faire place à un sol désormais vaseux, fait de végétaux et de minéraux en décomposition. Et après tout, si les croyances autochtones étaient vraies, et que ces lieux étaient vraiment maudits. À 12 mètres de fond, l'odeur devient insoutenable. On dirait des œufs pourris.
C'est du sulfure d'hydrogène, la preuve de la présence ici d'une forte réaction biologique. Le mystère s'épaissit davantage. Cette fois, le lac semble mettre une barrière, un mur opaque, afin de préserver ses entrailles et de laisser en paix les secrets qui l'emprisonnent à tout jamais. Retour à la surface. Un bon bol d'air frais qui fait du bien après l'oppression ressentie dans ce premier lac. L'île de Varakaraket n'est pas très grande, 6 km de long pour 1 km de large. Pourtant, elle abrite 9 lacs. En tout cas, c'est ce qu'affirment les Papous. Après moins d'1 heure de marche au fond d'une petite vallée, l'environnement change du tout au tout. Les pandanus, les ficus et les palmiers laissent soudain place à une étonnante mangrove, faite de mangliers et de palétuviers. L'impression soudaine d'être ailleurs, dans un estuaire. Sauf qu'ici, nous sommes bel et bien en plein cœur de la forêt. Encore quelques pas et voici le lac. Une étendue d'eau qui ressemble en fait à un beau petit étang. Il faut remettre tout l'équipement, y compris la combinaison, pour assurer un maximum de protection. Car si l'étrangeté de l'endroit suscite la curiosité, la douceur des lieux n'arrive pas pour autant à enlever une certaine forme d'inquiétude et la désagréable impression d'anéantissement ressentie dans le premier lac. Et dire que l'on se trouve à quelques centaines de mètres à peine de la mer, qui, elle, regorge de vie. Mais que trouvera-t-on dans ce lac ? Rien ne bouge. Le lac est très peu profond, 3 mètres au maximum, mais l'ambiance y est tout aussi mystérieuse que dans le lac précédent. Sauf qu'ici, le décor a changé. La mort ferait-elle preuve de romantisme en transformant ces petits lacs en autant de tombeaux différents ? Cette fois pourtant, le fond du lac ne sera pas un linceul. Ça bouge. C'est un crabe. Un petit crabe d'à peine 2 cm. Ils sont plusieurs, dérangés en plein repas. Eux aussi sont probablement parvenus là par les interstices de la roche, mais depuis combien de temps? Des centaines d'années, certainement, à en juger par le nombre de spécimens qui grouillent sur le fond du lac. Depuis le temps, ils se sont acclimatés, trouvant leur subsistance dans les sédiments en décomposition. À quelques brasses de là, des branchages servent de promontoire à de petits poissons. Ce sont à nouveau des gobies, mais pas du tout de la même espèce que ceux observés dans le premier lac. Ceux-ci sont parés de liserés jaunes éclatants. Ils vivent en groupe sur les troncs des palétuviers immergés, prêts à se chamailler à tout instant pour avoir la meilleure place d'observation et la meilleure place pour se nourrir. Les crabes et les gobies ne sont pas les seuls êtres à vivre ici. En fait, il y a aussi de nombreuses crevettes, assez grosses, 10 cm de long. Et chose curieuse, elles sont toutes rouges, comme après avoir été cuites. Habituellement, ces crevettes sont un peu plus petites et vivent dans des récifs de coraux où elles se tiennent cachées et ne sortent jamais. Or ici, justement, leur comportement a changé. Elles se déplacent comme si de rien n'était, au beau milieu du lac. Il y en a des dizaines qui nagent avec grâce dans ces eaux chaudes à la recherche de leur nourriture. Ces crustacés sont franchement de nature curieuse. C'est leur instinct qui les pousse à agir ainsi. Ce sont des crevettes nettoyeuses.
Elles ont le désir permanent de s'approcher de n'importe quel inconnu pour venir le sentir et, le cas échéant, manger les parasites qu'il porte sur lui. C'est grâce à leurs antennes qu'elles détectent les parasites. Mais quelque chose de différent est en train de se passer. Au lieu de se contenter de cela, les crevettes semblent vouloir continuer à se nourrir. Elles se mettent en effet à arracher maintenant des bouts de chair des mains du plongeur. Curieux comportement, totalement différent de celui des crevettes en mer, bien plus pacifique. La présence du plongeur a désormais déclenché une véritable frénésie au sein du banc de crevettes. Elle cherche partout où a bien pu passer ce garde-manger providentiel. L'une d'entre elles vient de trouver un gobie mort. Elle le prend entre ses pinces et se sauve rapidement. Mais trop tard, l'une de ses congénères l'a aperçue et se lance à sa poursuite pour lui dérober sa proie. La voilà maintenant seule. Elle va finalement dévorer son repas en eau libre, tout en nageant pour être certaine que personne d'autre ne viendra lui arracher son festin des mandibules. Une autre crevette, un peu plus loin, est en train de dévorer un crabe. Le scénario est le même, une lutte sans merci pour survivre. Dans ces eaux, les crevettes ne sont plus seulement des nettoyeuses, elles sont aussi devenues opportunistes et saprophage. Elles mangent dorénavant des matières organiques en décomposition, dévorant végétaux et animaux morts. Ces crevettes rouges se sont adaptées pour survivre dans ce milieu confiné, dans cet univers clos dans lequel elles sont, devenant au fil du temps des prédateurs, placés au sommet de la chaîne alimentaire dans ce petit lac perdu de l'hémisphère sud. Nous sommes bel et bien ici dans une jungle aquatique. L'île de Varakaraket est très proche de l'équateur. À la mi-journée, le soleil est au zénith, mais la jungle permet de conserver une température relativement agréable. 28 degrés, mais plus de 80% d'humidité. C'est à moins d'1 kilomètre que se situe notre nouvelle étape, un grand lac de 200 mètres de long. La mangrove qui l'entoure est différente de la précédente. À peine glissé dans l'eau, notre étonnement ne fait que se renforcer. Sous une eau verdâtre, le décor n'est également pas le même. Des moules, des éponges et des concombres de mer se sont fixés aux très nombreuses racines. Quant aux alentours, ils sont tapissés de plusieurs couches d'algues. Contrairement à ce que l'on pouvait observer dans les 2 lacs précédents, ce sont les algues qui sont ici à la base de la chaîne alimentaire. Elles fournissent la nourriture en suffisance aux autres espèces. Chacun des lacs de Varakaraket s'est donc développé à sa manière, formant entre tous autant de lieux spécifiques, d'écosystèmes bien distincts et sans connexion entre eux. Chacun de ces mondes a permis au cours de milliers d'années le développement de ces petits univers, tous en équilibre, où chaque espèce a pris sa place ou a disparu. Des poissons cardinaux. Ils se sont bien développés dans ce lac car l'environnement y est très proche de celui qui est habituellement le leur dans les estuaires. Une chance pour eux, en quelque sorte, d'être coincés ici. Voici à nouveau des gobies. Ils sont une nouvelle fois différents des précédents. Rien d'étonnant finalement lorsque l'on sait qu'il existe plus de 2000 espèces de gobies distinctes. Ceux-ci, ce sont des gobies à points gris. Eux aussi se nourrissent d'algues. Ces petits poissons restent en général au fond de l'eau, préférant se déplacer par petits bonds, presque en rampant plutôt qu'en nageant. Décidément, quel contraste dans ce grand lac qui regorge de vie. Ici, des concombres de mer, des holoturies, qui demeurent en symbiose avec les algues dont ils tirent leur subsistance. Au mois de juin, c'est justement la période de leur reproduction. Les mâles et les femelles lâchent alors leurs semences dans l'eau. La fécondation se fait au hasard des courants. C'est une chance inouïe d'observer ce phénomène qui n'a lieu que 2 fois par an, et en plus qui ne dure, en tout et pour tout, que 2 petites heures.
Pour se rendre au lac suivant, il faut traverser une cocotteraie sauvage. Partout, le sol est jonché de noix de coco, mais aussi de restes de fibres. Et ça, c'est un signe. Cette fibre de noix de coco n'est pas là par hasard. C'est le terrier d'un Bernard l'Ermite. Il est là, caché dans son terrier. Un magnifique crabe qui était en train de se reposer. Il est énorme, il doit peser plus de 3 kilos. Une fois encore, nous avons de la chance d'observer un tel spécimen, car cet animal terrestre, qui vit normalement plus de 30 ans, est la proie des chasseurs ailleurs dans le monde et il est désormais menacé de disparition. Maintenant que nous l'avons réveillé, il s'en va sur un arbre, un pandanus, pour manger ses noix dont il raffole. Notre périple prend des airs de vacances. Le paysage est splendide et c'est un grand lac à l'eau turquoise, cristalline, qui s'offre maintenant à nous. Mais les pics acérés qui entourent ce grand bassin ont vite fait de nous rappeler que ceci n'a pourtant rien d'une balade, mais bel et bien tout d'une expédition. Le contraste est total. Après la vie qui grouillait dans le dernier lac et le paysage verdoyant des alentours, nous voici subitement plongés dans le vide. C'est la stupéfaction, il n'y a rien, c'est le plus dépouillé des lacs que nous ayons visités. L'atmosphère n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce que nous avions côtoyé au début de notre exploration, mais en pire cette fois-ci. C'est vraiment le néant. « 12 mètres de profondeur et toujours rien. Tout est mort. Si ce n'est l'apparition d'une sorte de mur juste en dessous, un voile opaque comme celui observé dans le premier lac, un barrage mystérieux. La vie, elle est là, sous nos yeux. Incroyable, ce nuage, c'est en fait une couche de 1 mètre d'épaisseur composée de milliards de bactéries par litre d'eau. Elles sont en suspension dans cette eau et regroupées dans un énorme voile qui s'est posé juste au-dessus d'une autre couche d'eau, sans oxygène celle-là, mais saturée de sulfure d'hydrogène. Car les bactéries ont besoin de gaz et pour certaines aussi de lumière pour pouvoir effectuer leur photosynthèse et ainsi se développer. Ici, à plus de 12 mètres de fond, les rayons du soleil arrivent donc encore à apporter la lumière nécessaire à leur croissance phénoménale. Cette activité de la vie dégage une énergie considérable, comme un four solaire, et la réaction biologique qui en découle est telle que la température de l'eau grimpe ici à près de 40 degrés. La curiosité reprend le dessus. Il faut cette fois-ci prendre son courage à 2 mains et tenter d'aller voir dans et sous cette couche de bactéries. Dans cette gigantesque nurserie, on ne voit pas à 2 mètres. Ce brouillard de bactéries est très dense. L'endroit n'a certes rien de terrifiant, mais l'impossibilité de voir quoi que ce soit laisse malgré tout planer l'inquiétude. À peine passé au-dessous de la couche, la puanteur devient soudainement terrible et la température de l'eau baisse de plus de 10 degrés. La surprise est telle que le souffle se fait court, il faut remonter rapidement. Après quelques instants de récupération, la plongée peut reprendre. Cette fois, nous sommes tout au fond du lac, sous la couche de bactéries. L'ambiance est mortelle et l'odeur de sulfure omniprésente. Mais en fait, ici aussi, l'endroit est bien vivant. Ce sont d'autres bactéries qui se développent au fond du lac. Des bactéries qui transforment les végétaux morts, les matières organiques, en produisant du sulfure d'hydrogène. Ça n'est ni plus ni moins que le premier chaînon du cycle de vie de cet écosystème. L'environnement est particulièrement toxique. Une plongée trop longue pourrait avoir ici des conséquences graves. L'heure est donc maintenant à la remontée en surface.
Le mystère des eaux profondes des lacs de Varakaraket est donc percé. Les entrailles de ces lacs ne sont pas de vastes tombeaux impénétrables, mais tout le contraire. Des terreaux indispensables à la formation d'écosystèmes nouveaux. Pour dénicher le dernier lac, il faut tout d'abord grimper sur des rochers de plus de 100 mètres de haut. Puis redescendre ces falaises vertigineuses de l'autre côté. Le lac est caché là, au fond de la cuvette. Ce sont des centaines de vers affolés qui nous accueillent dans ces eaux et qui, en notre présence, se réfugient dans les tubes qu'ils ont façonnés sur les rochers. Comparé aux autres lacs, celui-ci est magnifiquement coloré et semble particulièrement propice à la biodiversité. Gobies, oursins, étoiles de mer et beaucoup d'éponges d'espèces différentes. La flore et la faune semblent ici s'épanouir. La falaise tombe à la verticale, profondément. Contre la paroi, des poissons se faufilent. Habituellement, ils nagent au large, dans la mer de Seram. Et puis les méduses, on en voit partout. Ce sont des mastigias ou méduses dorées. Elles ont évolué en vase clos et elles ne sont pas comme leurs congénères ailleurs dans le monde. Ces méduses-là ont développé leur propre technique de vie pour s'adapter à leur environnement. Elles sont en train de chercher leur nourriture, du plancton qu'elles capturent avec leurs tentacules. Elles portent aussi sur elles une véritable culture d'algues. Ce sont ces corolles brunâtres que l'on voit ici. Ces algues vont fournir le sucre dont les méduses ont besoin pour leur développement. Ces méduses sont légèrement urticantes. Pas de problème pour la peau des mains, mais gare au visage. La progression se fait donc avec prudence. Un peu plus bas, d'autres méduses flottent dans le lac. Blanches, presque transparentes, ce sont des aurélias ou méduses lunes. Elles ont choisi de vivre à plus de 7 mètres de fond, au-dessous du territoire des mastigias. Dans ces eaux de rêve, nous n'avons en revanche jamais trouvé le mythique dauphin blanc cher aux habitants de Papouasie. Mais sur cette île fabuleuse, la nature, par sa diversité, nous démontre de façon magistrale que la vie trouve toujours son chemin entre adaptation et équilibre. Cette plongée presque spatiale est de loin la plus impressionnante que nous ayons faite, mais malheureusement, c'est aussi la dernière. Il y a certainement beaucoup d'autres lacs tout aussi spéciaux à découvrir sur ces îles. Dans cette région sauvage et presque inhabitée, la nature est encore libre d'inventer et de créer sans l'intervention de l'homme. Et le résultat, on a pu le voir, est surprenant.